Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et on va voyager aujourd'hui puisqu'on va du côté du Canada, à Montréal, côté Québec, pour aller à la rencontre de Jérémy Magny. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde, et déjà mon accent me trahit, mais effectivement j'habite au Québec, mais je suis français, donc le voyage est pas complètement local. Oui, mais bon, on sait où t'es en tout cas, on sait que t'es là-bas. Alors qu'est-ce que tu fais de beau, Jérémy? Alors, j'ai une carrière d'entrepreneur et je suis arrivé à Montréal il y a 3 ans avec mon épouse et mes enfants, et j'ai une activité professionnelle, on va dire. Je suis dirigeant de la filiale canadienne d'un grand groupe de centres de contact français à l'origine et puis mondial maintenant. Et puis j'ai une casquette associative à laquelle je tiens beaucoup, donc j'en parle dès que possible, qui s'appelle Altrui et qui organise par exemple le podcaston fin mars là. Donc on essaye de jongler entre activité professionnelle, activité associative et puis bien sûr vie de papa. Bon, super. En tout cas, ravi moi en tout cas de participer à cette belle initiative qu'est le podcaston en tout cas. C'est comme ça qu'on s'est connus, donc c'est moi qui te remercie, c'est moi qui suis ravi. Ok, avec le podcast Parlons de votre mental, et puis avec plein d'autres podcasts aussi, tous plus sympas les uns que les autres. Du coup, 350 à date, donc je pense qu'on va s'arrêter là, mais ça reste un joli score, puis surtout une belle variété de personnalités derrière le micro. Tendront le micro eux-mêmes à plein d'associations, donc c'est l'esprit. Bah oui, ça a bien grossi, puisque je crois que quand on s'est contacté, il devait y en avoir une petite centaine. C'est monté assez vite, c'est toujours cet effet logarithmique là, ou exponentiel plutôt, et le bouche à oreille fait qu'au fur et à mesure, on est parti de 10, 20, 50, 100, puis maintenant 300 et quelques. Non, mais ça veut dire que voilà, les podcasteurs sont aussi mobilisés pour aussi donner de leur temps, aider une association. Enfin voilà, en tout cas c'est chouette, ça montre un mouvement collectif. Super état d'esprit, état d'esprit et belle énergie. Au-delà de ça, c'est pas des gens qui y vont en train dans les pieds, au contraire, ils sont hyper enthousiastes et ça va rendre des épisodes magnifiques, je suis sûr. Donc on a hâte d'écouter ça. Ok, moi super. Alors tu sais que le podcast commence toujours par un petit portrait chinois que j'ai couplé un peu presque avec un questionnaire de Proust. Tout ça, c'est pour en apprendre un petit peu plus sur toi, et après on reviendra sur ton parcours, on parlera de ton mental au fur et à mesure de l'épisode. Alors est-ce que tu es prêt à commencer déjà le portrait chinois? Allons-y. Allez, c'est parti. Si tu devais choisir une couleur, Jérémy, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Le vert, parce que je crois qu'il faut être écolo. On n'a pas trop le choix. Et c'est une couleur couleur de nature. C'est voilà, une couleur qui est positive, qui est inspirante. C'est aussi le feu vert, c'est le passage. Il y a beaucoup de choses derrière la symbolique du vert. Donc, c'est pas très original, mais je vais dire le vert. Ok. Et du côté du Canada, c'est plutôt écolo, ils font attention ou ils font pas attention? Voilà, au Canada, c'est la couleur, c'est plutôt le blanc actuellement, parce qu'on est sous la neige. Mais on va dire non, peut-être un peu moins qu'en Europe. Il y a quand même un côté consumériste de l'Amérique du Nord qui joue, mais il y a une prise de conscience. Donc, j'ai bon espoir qu'il y ait un rattrapage assez rapide, et déjà certains acteurs qui sont très matures là-dessus. La population l'est de plus en plus, mais peut-être pas complètement par rapport à la France notamment, que je connais mieux. Ok. Si tu devais choisir un moment de la journée, quel moment de la journée choisirais-tu? Le matin, voilà, c'est le moment où on est le plus vif d'esprit. C'est le moment où tout est possible aussi, où la journée commence.
c'est le moment que je préfère, tout simplement. Alors pas trop tôt le matin parce que là j'ai un peu de mal, mais sinon le maximum d'énergie c'est en matinée pour moi. Si tu devais nous donner un livre qui t'inspire ou qui t'a inspiré, ça serait lequel? Spontanément, j'ai envie de parler du plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, une personnalité extrêmement forte. Alors, c'est un gros pavé, c'est pas si facile de rentrer dedans. Par contre, c'est un plaidoyer, hein, comme son nom l'indique, en faveur de l'état d'esprit altruiste, avec toutes les études qui sont recensées pour prouver quasi scientifiquement que c'est une nature inhérente à l'être humain et qui fait partie de nous, bien sûr, à même titre que d'autres qualités et défauts. J'ai adoré ce livre et c'est aussi ça qui a inspiré directement l'association que j'ai cofondée avec Yves Delnat, mon ami et acolyte, donc Altrui, qui vise à relayer les principes de l'altruisme sur les canaux digitaux. Tout est parti de ce livre-là, en fait, la révélation de ce livre-là. Donc spontanément, c'est ceci que j'ai envie de mettre en avant. Si tu devais nous donner une citation qui t'inspire, tu choisirais laquelle? Voilà, il y en a tellement. J'ai envie de dire, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Qui est assez bateau, je l'admets, mais qui est très vrai. On a tendance parfois à vouloir faire les choses un peu tout seul, mais à un moment donné, on arrive à ses propres limites. Alors que si on arrive à créer un bon collectif, on est capable, c'est sûr que ça prend plus de temps de créer un collectif, d'avoir les bonnes personnes, de s'entourer. Mais par contre, derrière, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, et c'est là que le chemin est plus long. Dans toute ma carrière entrepreneuriale, ça a été ça aussi, hein, trouver les bons associés, trouver les bons collaborateurs, savoir les fidéliser, savoir faire en sorte qu'ils fassent partie de l'aventure. J'aurais peut-être pas pu être un entrepreneur solo, il y en a beaucoup qui arrivent. C'est un état d'esprit que moi j'aurais plus de mal à avoir. Je les admire beaucoup parce que c'est pas si évident de réussir tout seul. Ah ouais, et puis il y en a de plus en plus quand même des solopreneurs qui se lancent et qui osent. En tout cas, je pense que le Covid a aidé un petit peu les gens aussi à se lancer dans d'autres aventures. Oui, mais c'est vrai que ça permet d'aller plus vite, ça permet de commencer plus rapidement. Je leur souhaite à tous après peut-être de pouvoir évoluer vers quelque chose d'un peu plus collectif, s'ils le souhaitent, hein, bien sûr, mais c'est souvent là que les aventures collectives, c'est souvent les plus plaisantes parce qu'on les partage. Ouais, t'as raison. Si tu devais me donner ta principale qualité, ça serait laquelle? Je ne sais pas, faudrait que je demande autour de moi. Et puis c'est pas très modeste de parler de soi, mais je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un d'assez efficace au sens en général. Quand je m'empare d'un sujet, je vais très vite à l'essentiel, je vais très vite réussir à avancer. Je suis un peu adepte du 80-20, de 80% de choses qu'on fait en 20% du temps. Ça, j'arrive très très vite. Peu moins fan des 20 derniers pourcents qui prennent beaucoup de temps, mais généralement, je suis assez rapide et efficace pour faire des choses, je crois. Ok. Moi, j'aurais bien mis générosité. Alors normalement, quelqu'un de généreux ne le dit jamais, puis je suis pas certain d'être si généreux que ça. Ou alors c'est très récent, donc je me permettrai pas de le dire parce que j'ai rien fait dans les 45 premières années de ma vie là-dessus. Alors j'essaie de me rattraper maintenant, mais certains le font depuis tellement plus longtemps que moi que je me serais pas permis de mettre ça en avant. Après, toute l'énergie que tu mets pour le podcastement, tout ça, je veux dire, ça montre vraiment une grande générosité parce que ça prend du temps, c'est quand même. Enfin voilà, ça se fait pas tout seul, comme tu dis. Je veux dire, t'as quand même réussi à convaincre un maximum de podcasteurs de rejoindre l'aventure. Donc, je pense qu'il y a quand même derrière tout ça, il y a un grand cœur pour animer une belle action, quoi. Bah écoute, merci, je prends le compliment. Ça, c'est un carburant qui permet d'avancer. Donc, merci pour ça. Ah, mais justement, en parlant de podcast, est-ce que tu en écoutes? Oui, j'en écoute plein. Je suis auditeur de podcasts depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est sûrement comme ça que l'idée du podcaston est venue, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à tous les rassembler autour d'une thématique caritative. Donc oui, après, je suis pas forcément un auditeur ultra fidèle, à part un ou deux. C'est-à-dire que j'aime bien picorer en fonction plutôt de l'invité, du sujet, du thème ou de ce sur quoi je tombe sur les réseaux. En disant, tiens, celui-là, je le télécharge et puis je me l'écoute dès que possible. Mais il y en a un ou deux que j'écoute quasi systématiquement, en effet. Ok. Alors du coup, c'est quoi tes tendances alors, ta tendance tu écoutes lesquelles? Je peux citer Pause, le podcast d'Alexandre Mars. Vraiment un podcast que j'écoute depuis longtemps, même avant, il avait un autre nom. Déjà parce qu'Alexandre Mars, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, j'essaie de m'en inspirer. C'est un entrepreneur qui est très engagé dans l'univers caritatif, qui fait plein de choses qui me semblent très positives. Donc c'est quelque part un peu une source d'inspiration. Et puis ces podcasts sont super. Il invite des gens très 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 variés, mais tous très inspirants.
Et puis surtout, j'adore la façon dont il pose les questions. On voit qu'il a bien travaillé ses invités, il connaît les parcours, ça rebondit très très vite, ça permet d'avoir une certaine connivence aussi dans le dialogue. Donc on en ressort en ayant appris des choses, soit sur l'invité, soit sur leur parcours. Puis moi, c'est ce que j'adore dans ce type de podcast, c'est que c'est presque des biographies. Il y a des parcours de vie dont on se dit, tiens, ça, je peux m'en inspirer, je peux m'en servir, ça peut m'apprendre des choses sur moi-même ou sur ce que je pourrais faire plus tard. Donc c'est assez intéressant, on en ressort voilà, avec beaucoup d'énergie positive. Ok. Si tu devais choisir un philosophe, lequel choisirais-tu? Je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise si je réponds trop vite. On a le droit d'avoir un joker ou pas? Ouais, t'as un joker. T'as un joker, pas de souci. Si ça te revient après, on dira. Ouais, mais je suis pas sûr d'en avoir qu'un en fait. Je lis des choses à droite à gauche, mais je suis pas fan d'un particulier. En plus, sur l'aspect des philosophes, je prends ça pour exemple plutôt comme l'histoire des idées. Donc, il y a plein de choses qui étaient intellectuellement très inspirantes et qui ne sont plus tout à fait valides à mes yeux aujourd'hui. Et c'est plutôt l'idée de se nourrir de ce que les uns et les autres peuvent dire pour construire sa propre actualité que de se dire, bah, tiens, ça c'est la vérité. Et c'est ça que j'ai envie d'appliquer. Donc, je suis pas sûr d'avoir un philosophe vraiment qui me tienne plus à cœur que d'autres. Ok. Moi, il y a vraiment un philosophe qui m'inspire et c'est un philosophe, voilà, dont on parle assez régulièrement, qui a écrit La Rencontre, par exemple, qui est Charles Pépin. D'accord. Oui. Du coup, en fait, il est assez inspirant dans le sens où moi, il vient comment dire, ça me parle parce que du coup, moi, les rencontres, je les fais à travers mes podcasts, à travers d'autres choses, mais en tout cas, le podcast étant quand même un effet de levier important pour rencontrer plein de gens divers et variés qu'on connaît pas et qu'on croiserait pas forcément. Et du coup, bah voilà, il dit souvent que les rencontres amènent à mieux se connaître soi-même et souvent ou à réfléchir sur des choses que les autres peuvent nous amener dans l'échange. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, sa manière de philosopher sur la rencontre, sur la confiance en soi, sur les vertus de l'échec aussi. Donc, je pense qu'il y a plein de sujets qui peuvent parler dans plein de domaines qui sont hyper intéressants. Il y en a tellement d'autres, hein, c'est vrai. Là, je pense à Frédéric Lenoir. Il était à Montréal, j'ai été assisté à une de ses conférences il y a quelques semaines de cela. Il parlait du désir. Il a fait un livre sur le désir. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le désir charnel, c'est plutôt le désir qui nous incite à bouger. Et donc Frédéric Lenoir, je ne peux pas dire que je connais par cœur son œuvre, mais en l'occurrence cette conférence-là était extrêmement intéressante. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui va picorer, on va dire, au gré des conférences ou des bouquins, quelques idées à droite à gauche. Vraiment fidèle à une personnalité. Ouais, mais je comprends. Je suis un peu pareil. J'aime bien picorer aussi droite à gauche, lire des choses qui après inspirent et font réfléchir. Exactement. Ok. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir une personnalité qui t'inspire et que tu aimerais voir éventuellement passer dans mon podcast, ça serait qui? Alors, faut que ça soit francophone, du coup. Ouais, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Mais après, on peut s'adapter. Alors, sinon, je t'aurais dit Bill Gates, mais c'est quelqu'un qu'on cite pas souvent dans ce type de questionnaire, mais moi, quelqu'un dont le parcours me fascine beaucoup, y compris tout ce qu'il fait avec sa fondation. Plus francophone, j'ai déjà cité Mathieu Ricard, qui est quelqu'un qui est passionnant, alors qu'il parlerait plus sûrement de mental sous l'angle de la méditation et du contrôle de soi, mais c'est quelqu'un qui a lui aussi un parcours exceptionnel. Ça a été un scientifique de très haut niveau avant de basculer dans plutôt la spiritualité bouddhiste. C'est quelqu'un qui est brillant quand on l'écoute sur scène. Il est drôle, il a vraiment réfléchi sur plein de sujets. Donc, je suis sûr qu'il saurait surprendre avec une approche un peu différente de la façon de parler de mental qu'un sportif, mais probablement très complémentaire. Je pense que je serais curieux d'écouter ce qu'il aurait à dire sur le mental et probablement qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre. Bon, allez, ok. Je vais me fixer le challenge d'aller essayer de lui voler une interview. On sait jamais. Oh oui, il faut oser, il faut croire. Tu sais, des fois, on peut avoir des surprises sur plein de personnalités qu'on pense inaccessibles et parfois elles sont plus accessibles que ce que l'on croit en fait au final. Exactement. Super. Bah écoute, on vient de finir avec le portrait chinois, les petites questions. L'idée c'était de faire un peu quelques petites questions pour voilà te mettre en chauffe et mettre les auditeurs en appétit. On va revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur.
Du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, quel type d'études tu as fait, comment tu t'es bâti, comment tu es devenu entrepreneur et comment tu t'es retrouvé aussi au Canada derrière, du coup, dans la foulée. Avec, avec plaisir. Je vais faire une version courte et tu me diras s'il y a des points que tu veux creuser ou pas, mais j'ai un parcours académique assez, assez classique, un peu élitiste au sens où j'étais dans un lycée qui s'appelle le Louis le Grand à Paris, qui est assez coté, où tout le monde est un peu programmé pour faire des études supérieures de haut niveau. Donc, on est poussé à ça. Je suis rentré là-dedans probablement plus par l'ambition de mes parents que par la même, que par moi-même, mais j'étais complètement consentant. Donc j'ai suivi le mouvement. Donc lycée, prépa HEC, j'ai fait HEC à Paris. Et puis quand on rentre dans ce type d'école-là, on rencontre tout un tas de profils. On a beaucoup d'opportunités aussi de stages et autres. Et donc c'est plus par défaut que je suis devenu entrepreneur, mais un défaut un positif, c'est-à-dire que je voulais faire du marketing. J'ai fait des stages marketing. J'ai fait une année de stage en France et puis à Londres. Et puis j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Et donc je me suis retrouvé mi-99, pas trop savoir ce que je voulais faire. J'avais 23 ans peut-être à cette époque-là. Et, et j'avais une possibilité d'aller faire semestre d'études aux États-Unis plutôt que reprendre directement la dernière année d'école. Donc j'ai fait ça. Je me suis retrouvé à l'université de Michigan à Ann Arbor sans trop savoir exactement où j'allais mettre les pieds. Et là, ça a été une révélation parce que je tombais plein dans la révolution Internet. Enfin, vraiment, 99, c'était le boom d'Internet, encore plus aux États-Unis. Il y avait des publicités partout pour les dot-com. Et les étudiants, à la fin de leur parcours, de leur journée scolaire, se réunissaient pour faire des business plans, monter des startups. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc là, j'ai découvert vraiment l'énergie de l'Internet. Donc, j'ai été un peu propulsé comme ça, là-dedans, en disant, mais ça a l'air génial, ça. Moi aussi, je veux faire ça. Je veux être entrepreneur dans le digital. Bah, j'ai un père qui était entrepreneur, mais qui est plutôt sous l'angle PME, très, très traditionnel. Voilà. Donc, je suis rentré en France, j'ai convaincu, j'ai pas eu beaucoup de besoin de les convaincre, parce qu'ils étaient aussi preneurs, mais quatre amis associés d'école de s'associer justement et de fonder une entreprise ensemble. Donc, on a eu une idée. Et donc, on a créé cette première entreprise en 2000, qui a tout vécu, hein, la crise du web, le redémarrage. Au final, c'était une très belle aventure. On l'a revendu. Et puis, on l'a quitté une dizaine d'années plus tard. Donc ça nous amène déjà à 2010. Et 2010, moi j'ai racheté une petite structure qui était un peu en avance en son temps puisqu'elle faisait de la modération de contenu sur les web et les réseaux sociaux. Alors en 2010, c'était vraiment le lancement de Facebook au sens grand public du terme et des grands médias et marques qui s'en emparent. Donc le contenu, la modération de contenu s'est vraiment développé très fortement à partir des années 2010, 11, 12, 13. Et on était sur ce créneau-là. Donc l'entreprise a beaucoup grossi et on a fait toutes les levées de fonds qu'il fallait bien. On a grandi avec le marché. Et puis je l'ai revendu en 2016 et en partie, puis en 2019 intégralement à une beaucoup plus grosse entreprise qui s'appelle Webhelp et qui est spécialisée dans les centres de contact dans le monde entier. Et il se trouve que je voulais vivre à Montréal. C'était vraiment une envie personnelle qu'on avait avec mon épouse d'offrir à nos enfants autre chose que la France pour qu'ils élargissent un peu leur vision du monde. Le Québec, nous, ça nous allait très bien. C'est à la fois francophone et anglophone. C'est l'Amérique du Nord, mais on perd pas complètement le côté français. Il y avait beaucoup de choses très positives. Puis j'y allais régulièrement pour mon travail avant. Donc on était tombé en amour, comme on dit là-bas, enfin, plutôt ici au Québec, de cette région. Donc j'aurais dit à Webhelp, à qui j'avais vendu mon entreprise, que j'avais l'intention d'aller vivre là-bas. Et puis ils m'ont proposé de m'envoyer là-bas en tant que dirigeant de la filiale qu'il fallait créer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dirigeant de type un peu intra-entrepreneurial de cette filiale, de cette nouvelle filiale d'un grand groupe, mais sur un pays dans lequel il y avait tout à faire. Voilà. C'est génial. Et puis en parallèle, parce que j'ai quand même l'envie de garder mon autonomie, mon envie d'entreprendre, j'ai mis mon énergie entrepreneuriale dans le côté caritatif et associatif. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, donc là je pouvais un peu plus le faire. Le Covid a permis aussi d'avoir plus de temps pour ça. Donc pendant la période Covid, avec mon acolyte Yves Denat, on a lancé Altrui et c'est presque comme une start-up digitale, sauf qu'elle n'a pas d'intention lucrative. Bon, écoute, en tout cas, c'est super inspirant. Et en tout cas, c'est super chouette de pouvoir, du coup, suivre un chemin qu'on a envie déjà, et puis de faire vivre aussi à ses enfants une autre culture, une autre manière de voir les choses aussi. C'est chouette. C'est très chouette. Oh, ok. Et si tu regardes dans le rétroviseur, il t'inspire quoi ton parcours aujourd'hui? Je suis plutôt satisfait de l'évolution
professionnel, mais aussi personnel. Je veux dire, les deux ont évolué. Quand je regarde le gamin de 20 ans que j'étais, j'ai probablement des défauts que j'ai réussi à gommer. Et puis, professionnellement, il faut dire, ça s'est bien passé. Alors, on a eu des périodes de moins bien, parce que j'ai toujours eu des associés, mais à chaque fois, on a su faire face et puis rebondir. Et puis, au final, ces deux entreprises qui se sont très bien revendues, qu'on peut qualifier de succès au sens strict du terme, au sens classique du terme. Donc, je peux bien sûr pas me plaindre. Maintenant, si on est réaliste, il y a beaucoup de moments où ça aurait pu basculer dans un autre sens. Il y a des moments où il a fallu un peu un coup de pouce ou de la chance. Donc, c'est fragile le succès. Et ça permet de relativiser quand même aussi les échecs, je pense, parce que la frontière entre les deux, parfois, elle est assez subtile. Voilà. Je suis assez content du parcours, mais j'espère surtout qu'il n'est pas terminé. J'ai que 46 ans, bientôt 47, et j'ai encore beaucoup d'énergie, donc j'espère qu'il y a plein d'autres choses qui m'attendent. En tout cas, j'y travaille. Ouais. Ok. Ouais, c'est pour ça que je disais à ce jour, hein, parce que du coup, Bien sûr. Déjà, t'as un riche parcours. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup dans le rétroviseur en général, en règle générale. Pardon, plutôt tendance à foncer. Ouais. Donc, voilà, mais c'est bien de temps en temps, effectivement, de faire un bilan quand même. Ok. Et du coup, de quoi tu es le plus satisfait? Je suis satisfait d'avoir jamais baissé les bras, d'avoir toujours insisté quand il fallait, d'avoir su parfois pivoter, de ne pas être trop têtu, mais tout en gardant une certaine foi. C'est-à-dire que c'est subtil l'entrepreneuriat parce qu'on a des idées, on est préconçus. Il faut quand même écouter ce que disent les autres, mais les autres sont pas vous. Donc, savoir trouver le bon dosage entre écouter ce que les gens disent comme ce que vous conseillent et puis votre propre foi et ce que vos tripes vous conseillent. Et c'est un arbitrage, un consensus à trouver. Donc, je suis satisfait d'avoir toujours su trouver a priori la bonne voie. Peut-être que j'aurais pu aller plus haut. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une réponse encore plus intéressante. Je suis satisfait de me contenter de ce que j'ai eu. Voilà. Ça, c'est peut-être ça aussi parce que je croise beaucoup d'entrepreneurs qui auraient voulu encore plus ou qui insistent toujours plus. Ou, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Et puis, à chaque fois qu'ils ont atteint quelque chose, il faut toujours aller chercher celui d'après. Moi, je suis très content de comment ça s'est passé. J'aspirais pas à plus. J'ai pas de frustration. Voilà. Donc, peut-être ça finalement, la réponse, ça serait plus courte, la plus efficace, ça serait peut-être ça. Je suis satisfait de pas avoir de frustration. Ok. Si je te dis rendre possible impossible, est-ce que c'est une phrase qui fait écho par rapport à ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Sincèrement, je crois pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'impossible dans ma vie. Il y en a certains typiquement qu'on va écouter dans les podcasts ou dont on va lire la biographie, qui ont des parcours incroyables et on dit mais c'est magnifique. Ça peut être parcours de vie comme des parcours entrepreneuriaux ou sportifs. Moi, je vais être honnête. Voilà, j'ai fait une école, j'ai créé une entreprise, une deuxième. Ça n'a rien d'impossible tout ça. J'ai pas révolutionné le monde, j'ai pas changé la vie de grand monde, j'ai sauvé la vie de personne, je pense. Donc non, je crois pas avoir pu faire quelque chose d'impossible. Maintenant, beaucoup d'admiration pour ceux qui s'y attellent déjà et puis qui y arrivent encore plus. Ok, on va parler un peu de ton mental, si t'es d'accord? Allez. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, toi tu poserais quoi comme définition? Ta propre définition? Ouais, elle sera pas du tout académique, mais j'ai tendance à voir le mental comme un organe en soi, c'est-à-dire qu'on a le cœur, les poumons. Pour moi, le mental, c'est un peu l'équivalence. Ça serait comme un organe dont la fonction est de générer des pensées. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend que ce mental qui dit je, qui dit moi, qui dit je dans notre tête, c'est pas nous. C'est juste une partie de nous. C'est un organe parmi d'autres. Il faudrait prendre peut-être le temps de définir ça, mais en tout cas, moi, j'ai su prendre ce recul-là entre ce qui est dans la tête, la petite voix qu'on a dans la tête, et puis qui on est réellement. C'est un peu comme si on était en voiture avec la radio et on confondait la radio avec nous-mêmes. Le mental, il dit des choses, mais il n'est pas nous-mêmes. Il n'est qu'une partie de nous-mêmes. Donc, on peut prendre du recul par rapport à ça, et notamment quand le mental nous emmène vers des pensées négatives, qui, a priori, nous crispent, tout le reste du corps et réagit négativement, nous stresse, on doit être capable de prendre du recul en disant non, ce n'est pas ma voix, c'est juste une idée que je vais mettre de côté. La méditation aide beaucoup là-dessus. Donc, je sais pas si tu veux qu'on creuse cet aspect-là, mais pour moi, voilà, le mental, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Ça fait partie du corps, mais c'est qu'une partie de notre corps et c'est pas nous. Et comme ce mental dit je tout le temps, on peut parfois confondre ça. Alors, mais ça me va très bien. Mais je perçois un petit peu là où tu veux en venir. Souvent, il y a des représentations graphiques du mental avec le cerveau qui se muscle. Oui. Et effectivement, voilà, le fait de le définir comme un organe, on va dire indépendant et qu'on peut travailler,
et qu'on peut faire évoluer avec la petite voix ça me va très bien, ça me parle beaucoup. Si tu devais décrire, dépeindre une personne qui a un bon mental, tu la dépeindrais comment, cette personne? Et alors, si je reste théorique ou tu veux que je cite quelqu'un? On peut rester théorique. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul par rapport à ce flot d'informations, d'idées, de pensées qui arrivent et qui sait ce qui est bon pour soi, mais pour l'ensemble de son être. C'est logique, c'est parfois normal d'avoir des idées négatives. Ça l'est moins de se laisser entraîner le mental, il est là pour nous sauver de situations stressantes, pour anticiper le pire, pour qu'on puisse s'y préparer. Mais quand on est bloqué là-dessus, bah finalement, on ne fait rien. Donc, quelqu'un qui, pour moi, a un bon mental, c'est quelqu'un qui sait être alerté, mais qui sait aussi ne pas l'écouter, ou qui sait le mettre de côté, ou qui sait le ramener au silence quand c'est nécessaire. Bref, qui sait vraiment aller piocher les idées qui sont bonnes pour lui, comme si le mental, finalement, était un peu un GPS qui suggère des idées, suggère des parcours, des routes, mais à un moment donné, le conducteur, il doit être capable de dire non, je veux pas aller par là. Ok, c'est peut-être plus court, mais moi, j'ai envie d'aller par là parce que ça me plaît plus, ce chemin, ou au contraire, j'ai pas envie de faire 5 km de plus pour gagner 1 minute. Je préfère faire mon chemin habituel qui est plus agréable. Ça, le GPS, il va pas forcément te le dire. Donc, c'est savoir être capable d'écouter les idées générées par le mental, donc la personne qui décide, mais pas forcément de lui obéir. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui sait ne pas toujours obéir à son mental, justement, qui a tendance à monopoliser un peu le contrôle de soi. Ok. Faut être son propre pilote, quoi. Propre pilote, ça implique de la sagesse, ça implique de la maîtrise de soi, du contrôle, certaines capacités d'écoute aussi, parce que le mental, il va à nouveau suggérer plein d'idées, y compris les idées négatives. Il faut savoir les écouter, et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut lui obéir. Ok. Alors, est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, tout au long de ces années, tu as eu recours des outils pour, en tout cas, travailler ton mental, ta préparation mentale, par rapport à des événements que tu avais à gérer ou que ce soit dans ta vie personnelle, quotidienne, au travail, dans le sport, peut-être si tu en fais. Est-ce que tu utilises des outils, des choses? Des techniques, en tout cas. La première, c'est la méditation. Ça m'a énormément aidé à gérer pas que le stress, mais aussi la relation aux autres. C'est-à-dire le contrôle de soi, la maîtrise de soi, être capable quand on est plus zen soi-même et plus clair dans sa tête, on est aussi beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a plein de choses qui sont conflictuelles, c'est juste parce que les gens ont peur, en fait. Ils sont agressifs, mais c'est la peur qui les rend agressifs. Quand on comprend, en fait, pourquoi ils sont agressifs, qu'il y a la peur derrière, eh ben, on va pas s'opposer à l'agressivité, on va juste essayer d'éteindre la peur. Et l'agressivité tombe d'elle-même. Et ça, c'est dans les relations d'affaires, ça peut être ça, mais ça peut être un conflit avec un collaborateur, avec un fournisseur, avec qui que ce soit, un associé. C'est toujours cet esprit de mieux comprendre l'autre. Ça passe par mieux comprendre soi-même. Ça, la méditation, elle aide beaucoup. Et puis après, je suis aussi assez fan de visualisation positive. Il faut pas avoir peur d'avoir peur, justement. Quand on a des ambitions un peu élevées, on a forcément peur. On dit, mais j'y arriverai pas, c'est une montagne, regarde tout ce qu'il y a à faire. Mais je crois que ce qui aide, c'est visualiser. Visualiser le chemin. C'est de se dire, OK, dans 1 mois, je pense que je peux être là. Dans 3 mois, je peux être là. Puis dans 1 an, je me vois ayant réussi ça ou ça ou ça. Et le fait de le visualiser, ça aide beaucoup à se préparer mentalement à l'atteindre, à anticiper les problèmes, mais aussi à mieux gérer les succès. Donc, visualisation, c'est quelque chose de très, très fort. Je sais que les sportifs le font aussi beaucoup. On va visualiser une victoire en Grand Chelem pour un tennisman. On va se visualiser en train de tirer un penalty et de le mettre en lucarne. Moi, je suis un tout petit peu sportif à mon échelle, mais je sais et j'ai lu qu'avant de servir, si tu visualises le fait que tu vas faire un ace, tu as beaucoup plus de chances de faire un bon service que si tu le visualises pas. Ça a l'air prouvé scientifiquement. Je vais pas creuser les études, mais j'ai lu ça en tout cas. En tout cas, j'ai envie d'y croire sur le fait que quand tu visualises ton succès, tu as plus de chances de l'atteindre. Ok. En tout cas, c'est 2 outils qui sont hyper intéressants, hein, la visualisation mentale de la réussite, il y en a un qui s'appelle comme ça. Mais la visualisation, elle peut être aussi utilisée dans l'apprentissage pour apprendre des choses aussi. Oui. Donc ça, c'est aussi intéressant, notamment dans le domaine du sport. On peut visualiser, par exemple, un geste technique au tennis et par la visualisation et ensuite par l'apprentissage du terrain et des allers-retours entre les deux. En fait, on a pu voir et montrer scientifiquement que l'apprentissage se faisait de manière plus rapide. Je suis convaincu de ça et puis je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte aussi. Mais ça peut être appliqué à autre chose que le sport. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. On peut visualiser un succès dans le monde entrepreneurial, dans le monde
de l'entreprise, pourquoi pas une promotion. Bien sûr, il faut pas confondre ça avec le rêve. Mais la visualisation, c'est de se mettre dans la situation dans laquelle, objectivement, j'ai réussi. C'est le côté positif, scénario positif. Puis à nouveau, le mental, il va souvent nous ramener vers les choses négatives. Ah, j'y arriverai pas. Et autres. Visualiser ce que ça peut être quand on y arrive, ça donne confiance. Je pense que et la confiance, c'est important. Non, effectivement. Parce que du coup, le fait de visualiser quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais de le visualiser comme si c'était effectif au moment où on est dans notre tête, ça permet de générer aussi des effets positifs. C'est-à-dire sur le plan émotionnel, on va produire un petit peu toutes les hormones comment dire, ce plaisir qu'on a quand on réussit quelque chose. Donc finalement, ça fait du bien à la tête, mais ça permet aussi de commencer à conceptualiser cette réussite vers laquelle on a envie d'aller. Oui, tout à fait. Ok. Alors, on va parler de confiance, justement, et de droit à l'erreur aussi. Comment t'as bâti ta confiance? Est-ce que tu l'as bâti au fur et à mesure des expériences avec le temps? Ou dès le départ, tu as quand même eu une éducation qui t'a permis aussi d'avoir déjà de bonnes bases solides en termes d'estime de soi et pouvoir te lancer? J'ai souvent cet exemple qui me vient en tête, mais c'est celui de la famille Noah, en fait, où Yannick Noah, champion de tennis, mais le père, champion de football, et son fils d'après, champion de basketball. Et puis, mais souvent, en fait, finalement, il y a un héritage familial dans la culture du haut niveau, et finalement, cet héritage, il s'est traduit dans des sports différents, mais à chaque fois, il y a eu une grande réussite. Et je trouve, voilà. Donc, toi, tu te situes comment par rapport à ça? Ouais, je peux remercier mes parents parce qu'il y a, dans l'éducation, déjà, ça joue beaucoup la confiance en soi quand on est gamin et que on entend toute la journée, bravo, très bien, t'as bien réussi, t'es fort, c'est super ce que tu fais. C'est sûr que ça donne confiance et puis ça passe par des tas de petits succès. On commence à avoir des bonnes notes à l'école, on arrive à lire un peu plus vite que d'autres, on arrive à plus compter que d'autres, on a les félicitations des maîtresses, des professeurs. Ça donne un peu cette confiance en soi. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques facilités à l'école. Peut-être que j'ai bossé aussi, mais j'avais l'impression de mieux mémoriser que d'autres ou de apprendre plus vite que d'autres. Donc ça m'a servi. Et alors paradoxalement, ça m'a servi quand je suis arrivé à Louis-le-Grand. Là, pour le coup, je me suis retrouvé autour de gens qui étaient mais 10 fois ou 20 fois ou 100 fois plus doués que moi. Et j'étais plutôt dans la deuxième partie de classe. Mais le fait d'avoir eu comme ça sur les 15 premières années de ma vie, plutôt dans celui qui réussissait mieux, j'avais quand même conscience d'être quand même dans ceux qui ont un peu plus de facilité. Donc ça permet de relativiser en disant bon bah, ok, il y a des gens qui sont des génies et toi tu l'es pas, tout en disant ok, t'es quand même pas si mauvais. Donc ça a quand même beaucoup servi. Puis après, je crois qu'il faut tenter des choses. C'est-à-dire que même faire des cours de théâtre à l'école quand on est gamin, ça c'est plus aux parents que je m'adresse s'ils nous écoutent, s'il y a des parents qui ont des jeunes enfants, des ados, faites-leur faire des choses, laissez-leur l'initiative, parce que c'est comme ça qu'on prend confiance. On a fait une pièce de théâtre, on a réussi à faire, je sais pas, une petite collecte de fonds pour une petite asso. On a pris du temps dans des associations étudiantes et on a réussi à monter une soirée, à faire venir des gens qui vous ont dit, bah, bravo, t'es super bien organisé. Tout ça, ça paraît des petites choses anodines, mais en fait, pour un gamin, c'est énorme. C'est énorme parce que ça lui prouve qu'il est capable de faire quelque chose, de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un résultat dans lequel les autres lui disent, bravo, c'était super ce que t'as fait. Ça, c'est des choses qui se gagnent. Donc, je pense que la confiance, c'est vraiment brique par brique. Celui qui arrive et qui dit j'ai confiance alors qu'il n'a rien fait dans sa vie, j'y crois pas, c'est du bluff. Par contre, quand c'est l'accumulation de toute une petite chose, au départ c'est très modeste, puis après c'est des projets de plus en plus ambitieux et puis on voit qu'on a réussi, forcément on est mieux armé quand il y a une difficulté. Parce qu'on se dit, bon, ok, celle-là, là, je suis en difficulté, mais j'ai réussi à faire tellement de choses avant, je vais peut-être réussir à m'en sortir là aussi. Et c'est là où la confiance joue. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui abandonnent, qui baissent les bras, et ceux qui se disent, bon, là, je sais pas comment faire, mais il doit y avoir un moyen, je vais trouver. Et ils finissent par y arriver la plupart du temps. Ok. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? C'est une notion intéressante parce que maintenant que j'habite en Amérique du Nord, c'est quelque chose c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai, on le constate. C'est presque louche de pas avoir échoué quelque part. Et c'est tellement valorisé ici, compris au Canada. Je vais donner une anecdote, mais alors les notes sont pas sur 20 ici, mais si tu passes de 5 sur 20 à 8 sur 20, qui dans le 2 cas sont des mauvaises notes, à l'école, on va quand même te dire bravo, t'as progressé, t'as gagné 3 points. Je viens d'un milieu éducatif où on t'aurait dit, ah, t'as toujours pas la moyenne, tu vois. Et ça,
Ça, c'est quand même une logique de droit à l'erreur, mais parce qu'on te dit, OK, t'as échoué une deuxième fois, mais t'as mieux échoué. T'étais quand même progressé. Donc, continue parce que tu vas réussir. Oui, oui, bien sûr, Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui tentent. Voilà. Alors, quand on tente, il faut accepter le fait qu'on n'y arrivera pas toujours et on va finir par échouer. Mais ça, réussir ou échouer, ça dépend pas toujours que de nous. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est la tentative. C'est l'envie de le faire, c'est l'essai. C'est pareil d'ailleurs d'un point de vue commercial. En général, c'est votre client qui signe le bon de commande. C'est pas vous, vous pouvez pas le forcer à signer. Mais ce qui est de votre ressort, c'est le nombre de devis que vous allez soumettre, le nombre de prospects. Et donc, dans le lot, il y en a forcément, statistiquement, mécaniquement, quelques-uns qui vont finir par signer. Donc ça dépend de vous. C'est votre activité. Le taux de transformation, c'est pas vous. L'activité, c'est vous. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, plus vous avez d'activité, plus vous dites, bon, bah, ok, c'est pas très grave si j'échoue sur certains. Il y a certains gros prospects qui vont pas signer. Mais j'en ai d'autres. Donc, ça va finir par passer. Il y en aura suffisamment qui vont me permettre de vivre et de faire développer mon entreprise. Donc, c'est comme ça que moi, je vois le droit à l'erreur. C'est peut-être une définition qui est peut-être pas la même que d'autres, mais c'est de se dire, à partir du moment où on fait plein de choses, c'est logique que tout ne fonctionne pas. L'erreur, ça serait de ne pas essayer plein de fois. Ok, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. On est beaucoup finalement dans la. Alors, c'est vrai que moi, mes références sont souvent dans le sport, mais c'est vrai que beaucoup de sportifs échouent énormément avant de réussir des grandes choses. Oui. Donc, c'est vrai que ça permet en tout cas d'acquérir de l'expérience et de mieux, enfin, comme tu disais, mieux échouer pour mieux réussir aussi ensuite après, quoi. Tu prends le tennis, il y a peut-être 20, 30 tournois dans l'année. Il y a combien de joueurs qui gagnent? Par définition, moins de 20 ou 30, hein, parce que certains gagnent plusieurs. Et par contre, tu peux être quand même dans le top de mondial. Tu sais, quand tu es 50e mondial, c'est quand même exceptionnel, hein, vu le nombre de millions de personnes qui tiennent une raquette sur la planète. Mais il y en a que quelques-uns qui arrivent à gagner un tournoi. Je ne parle même pas d'un grand chelem. Mais est-ce qu'on peut parler d'échec quand on est 50e mondial et qu'on n'a pas gagné un tournoi? Non, non. Donc, c'est aussi la définition de ce qu'on met derrière l'échec. Ouais, bah après, tu me lances sur le tennis. Le ratio, en tout cas, victoire-défaite, il est pour, je crois qu'à part quelques joueurs du top 10, le ratio est négatif. C'est-à-dire qu'ils ont plus de défaites que de victoires. Bien sûr. Et pourtant, ça reste des top players. C'est des ouais. joueurs exceptionnels qui sont dans les meilleurs du monde. Mais voilà, ça veut tout dire en fait. Mais comme tu disais, si justement, malgré les défaites, ils continuent à travailler, ils continuent à se perfectionner. Toujours pareil, dans une quête d'une victoire à un moment donné dans un tournoi. Ouais. Mais ils savent pas vraiment lequel encore, mais en tout cas, ils continuent. Ça finira bien par payer parce qu'ils ont essayé plein de fois, parce qu'ils ont continué, ils n'ont pas baissé les bras. Et certains après finissent par avoir des magnifiques victoires. Et c'est ça dont on se souvient à la fin de la carrière. Du coup, non, mais c'est certain, hein, c'est certain. Puis des fois, il y a, à un moment donné, le travail amène aussi à un moment donné ce qu'on appelle souvent la chance, mais c'est souvent le travail qui amène ce côté un petit la chance, l'opportunité de réussir à un moment donné, mais parce qu'on a continué à travailler. Tout à fait. Si je te dis le regard des autres, est-ce que ça te parle? Ça me parle plus. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis de côté, moi. C'est-à-dire que je crois pouvoir dire en toute sincérité et en toute objectivité, c'est-à-dire je crois que je suis lucide là-dessus, que je me fiche royalement de ce qu'on peut penser de moi. Mais ça n'a pas toujours été le cas, comme tout le monde, je pense. Donc, je suis bien mieux comme ça. Donc, dans une société où, moi, j'ai fait mes 10 dernières années de carrière dans les réseaux sociaux, où on a cette validation sociale qui joue. Il faut absolument, quand on publie quelque chose, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires positifs. Il y a même certaines personnes, et beaucoup plus qu'on croit, qui enlèvent des posts parce qu'ils voient qu'au bout d'une heure ou deux, il n'y a pas eu de réaction et ils ont presque honte. Ils veulent pas que les gens voient qu'ils ont publié quelque chose que personne ne like ou ne commente, donc ils le retirent. Alors là, on est vraiment dans l'excès complètement inverse. Donc, non, je pense que c'est important de pas trop s'attacher à ça. Mais ça passe par un peu d'expérience de vie. On peut pas demander ça à un adolescent, par exemple, ou un jeune adulte. Avec un peu plus d'expérience dans la vie, on finit par s'en fiche de ce que les autres pensent, surtout si on a, si on a une bonne image de soi-même. Qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule? Je sais pas s'il y a eu un moment particulier, si ce n'est de dire que j'ai pas envie en fait, doit pouvoir être capable de savoir soi-même si on fait des choses bien ou si on fait pas des choses bien, sans que ça soit de l'extérieur qui nous dicte ça. J'aurais pas besoin d'être noté par qui que ce soit. Le regard des autres, c'est sûr, si c'est pour faire un compliment, on est preneur. Et si c'est pour faire une critique, moi, je veux bien l'écouter.
Par contre, il faut qu'elle soit constructive. Et je peux ne pas être d'accord si je trouve qu'elle est méchante, c'est que la méchanceté gratuite, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, il y en a très peu, mais ça pourrait arriver. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait un événement en particulier, mais c'est peut-être en avançant dans l'âge. En tout cas, je vois beaucoup de gens qui sont très dépendants de ce qu'on peut penser d'eux. Et petite fierté de dire que moi, je m'en fiche royalement. Si je pense que j'ai quelque chose à faire, je le fais. Si je pense que c'est bien pour la société, le monde ou autre. Enfin, on peut prendre un exemple. Donc, on a lancé Altrui avec Yves. Sincèrement, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit bon, c'est un peu utopique votre truc, c'est bien sympathique, c'est mignon. Vous feriez mieux de faire autre chose avec l'argent que vous allez mettre dedans. Vous pourriez, je sais pas, sauver creuser tant de puits en Afrique ou sauver X vies en achetant des vaccins. Et c'est vrai, ils ont raison. Cet argent, il pourrait servir à autre chose. Mais nous, on est convaincus qu'il peut être encore plus utile si on arrive dans cette aventure à créer plus de gens qui ont envie de s'engager dans le bénévolat, plus de gens qui ont envie de donateurs, pourquoi pas, qu'il y a un effet démultiplicateur. Donc, si on devait écouter les gens qui vous critiquent, on ferait pas grand-chose, je crois. Donc, il faut pas non plus écouter ceux qui vous flattent non plus, parce que ça fait pas forcément avancer. Donc, au final, qui c'est qu'il faut écouter? Un cercle très proche de famille et amis auxquels vous avez réellement confiance, mais au-delà de ça, non, pas vraiment. Ok. On va parler un peu de motivation. Alors, est-ce que tu as on sait très bien que la motivation, elle n'est pas linéaire d'un jour à un autre. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, quand tu es dans un jour plutôt moins bien, pour toujours essayer d'être motivé, d'être positif dans chaque journée que tu vas entreprendre? C'est une question qui est pas simple. Si on parle de juste une journée où on n'est pas bien, j'aurais tendance à dire, si on peut se permettre de le faire, si on est à son compte autre, je dis lâche tout et va faire du sport, va jouer avec tes enfants, accepte le fait que c'est une journée c'est une journée de loose et t'es pas dedans et tu feras mieux et tu te rattraperas ce week-end ou ce soir ou peu importe, mais va faire quelque chose qui te remet dans un état d'esprit positif. Ça peut arriver. Hein. Si c'est une période qui est un peu plus longue, là on peut pas se permettre de faire ça longtemps. J'aurais tendance à dire réduis tes ambitions et va faire quelque chose que tu sais que tu peux atteindre. Souvent la motivation elle est perdue parce que on trouve plus de goût ou de sens à ce qu'on fait. Donc il faut retrouver un peu de sens et souvent c'est quelque chose de plus simple. Aller faire des quick wins. Voilà. Je prends un exemple dans le sport. Quand il y a des journées où on joue mal, on est sur le tennis, on reste sur le tennis. Tu sais, des fois, tu sais que tu commences ta partie, tu sais que ça va pas le faire. Tu sais, là, t'as rien dans les jambes, ça part pas. Bon, alors, t'as le choix entre prendre 6-0, 6-1 et puis avoir passé une sale journée ou juste te dire, bon, je vais tenter de faire un point particulier. Je vais essayer de faire quelque chose où c'est pas je vais tenter un coup particulier et puis tant pis si je l'échoue 10 fois, mais voilà, quand je le ferai, je saurai que parce que j'ai raté les 10 autres fois, ça m'a permis de mieux faire le geste et là, je l'ai bien fait. Je vais avoir cette satisfaction de dire, OK, j'ai pris une raclée, mais là, j'ai bien réussi à faire ce geste-là. Ou je veux gagner ce jeu-là. Celui-là, je veux tout faire pour celui. Je veux le gagner, ce sera ma victoire. Donc, je réduis mon ambition. Je n'ai plus envie de gagner, mais je me redéfinis un objectif qui va me permettre peut-être de revoir sous un autre angle ma journée ou mon moment en me disant, OK, j'acte le fait que je peux pas faire ce que je veux, mais je vais essayer de trouver quelque chose en fonction des possibilités du jour. Et ça permet de trouver un autre type de motivation. En fait, il faut juste changer la motivation et ça passe souvent par une perspective. Voilà un peu, il faudrait peut-être y réfléchir un peu plus pour répondre de façon un peu plus intelligente, mais j'ai envie de dire, change un peu de perspective, essaie de trouver une autre ambition pour ta journée et la satisfaction d'avoir atteint ce plan B à défaut d'avoir eu le plan A. Alors c'est vrai que dans le sport, quand on prend cette question-là de la motivation, la motivation est souvent liée à deux notions, celle du plaisir et celle d'avoir le sentiment qu'on progresse. Donc c'est vrai que se fixer des objectifs trop ambitieux, du coup, si on n'y arrive pas, forcément on n'aura peut-être pas l'impression de progresser, donc forcément ça va nous mettre dedans et puis par la force des choses, finalement, quand on voit que c'est trop, on prend moins de plaisir, quoi. Donc il y a aussi à la limite des petites satisfactions de petits objectifs réussis pour aller vers des plus grands objectifs, c'est toujours, on va dire, souvent plus efficace. Ouais. Et puisqu'on est dans le tennis, avant de pouvoir jouer les grands chelems, il faut jouer les petits tournois et puis progresser étape par étape. Donc c'est vrai que c'est intéressant de fixer des objectifs qui sont quand même ambitieux mais réalisables, quoi. Parce qu'autrement, tu sais que tu vas pas gagner ta partie, t'as pas tes armes habituelles, profites-en pour faire autre chose. Tiens, tu montes au filet,
d'habitude, t'es pas un joueur de filet, bah, tu vas t'entraîner. Puis si tu fais une belle volée, tu seras content. Et à la fin, tu te diras, bon, bah, j'ai perdu, mais au moins, je me suis mis dans des conditions de match où je me suis entraîné à faire quelque chose de différent. Je ressors de ça en disant, j'ai la petite satisfaction d'avoir peut-être, comme tu disais, progressé sur la volée parce que je me suis forcé à y aller, puisque je savais de toute façon que c'était perdu, j'avais plus l'enjeu du score. Donc, l'enjeu est différent, c'est de se dire, j'essaye d'apprendre à faire le bon geste pour que la fois d'après, ça me serve et que je puisse peut-être gagner le match d'après. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, en tout cas, les auditeurs ont compris qu'on aime le tennis tous les deux. Et... Ouais. Pardon pour ceux qui l'aiment pas. Et je crois que t'es fan de Federer, c'est ça? Ah, je serai à jamais, mais comme des millions plus de gens. Mais c'est sûr, mais parce il avait tout, lui. Il avait le mental, la classe, le technique, puis ce côté un peu rationnel. Voilà, c'est le niveau qu'on sait qu'on n'atteindra jamais, mais c'est presque artistique. Donc, c'est vrai, c'est clair. C'est clair. On dirait qu'il danse quand il joue. Voilà, c'est ça. C'est irrationnel, c'est irréel, c'est joli, ça fait plaisir, c'est beau à voir en fait. Même, je trouve que même quand on n'aime pas le tennis, on peut apprécier le jeu de Federer parce que tout a l'air facile en fait quand il le fait. C'est vrai, c'est sûr. Mais avant d'arriver à avoir ce niveau de facilité, il y a des heures et des heures d'entraînement. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui atteint effectivement. Ok. Parler de pression et de stress. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de connaître des grandes situations de pression ou de stress, celui qu'on n'aime pas, parce que du coup, on a quand même deux types de stress. Donc, plus le stress, celui qu'on n'aime pas avoir et qui est un peu bloquant. Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place pour gérer ces situations-là, si tu as des exemples éventuellement? Alors moi, j'ai un exemple un peu personnel, je peux le raconter parce que je crois que j'ai déjà fait une fois et si mon expérience peut servir à d'autres. Paradoxalement, donc là on est en 2012-13, j'avais levé des fonds. Souvent on peut penser que quand on a levé de l'argent, on doit être un peu plus zen, mais moi ça m'a rendu plus stressé parce que c'est comme s'il y avait un patron en fait. Quand tu as un fonds qui rentre, tu as pris son argent, mais il faut aussi maintenant commencer à rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il faut justifier que tu as fait ton business plan, que la société se développe comme tu as promis qu'elle se ferait. Donc j'ai commencé à être beaucoup plus stressé et chez moi comme j'ai tendance à le nier, ça se matérialise dans le corps en fait. C'est des manifestations psychosomatiques. Et je commençais à avoir des tremblements de main en fait, des doigts. C'est-à-dire que je pouvais même plus prendre une bouteille et servir de l'eau parce que ça se voyait que la main tremblait. Je me souviens que je prenais les deux mains pour verser l'eau pour pas qu'on le voit. Jusqu'au jour où mon épouse m'a fait remarquer que c'était plus gérable, quoi. C'était pas juste une question. Au début tu dis oui, non, c'est temporaire, ça passera, puis ça passe pas. Et ça c'est du stress. C'est clairement une manifestation psychosomatique du stress. Dans ta tête, tu as l'impression de pas l'être, mais ton corps te dit que tu l'es, en fait. Et alors, deux choses qui sont passées. Un, j'ai été voir un médecin en me disant, je sais pas, c'est peut-être grave ce qui se passe. J'en ai même vu deux. Le premier m'a dit, vous pouvez prendre des bêta-bloquants, mais c'est à vie. Et puis, ça fait des effets secondaires un peu nauséeux. Donc, j'en ai pris une fois, et puis j'ai vite compris, donc c'était pas pour moi. Et le deuxième, c'était un neurologue, parce que je savais pas trop ce qui se passait, et il me dit, oh, c'est pas grave, c'est un handicap, vous allez vous habituer, et puis c'est pas très grave quand même comme handicap. Vous pouvez quand même écrire, faire tout ce que vous voulez, donc vous vous habituerez. Et bien sûr, j'ai refusé ça. Et en fait, c'est à la lecture d'un petit bouquin que je conseille vraiment à tout le monde. Il s'appelle Guérir du stress et de l'anxiété de Servan-Schreiber, que mon épouse d'ailleurs m'a mis dans les mains. Et j'ai compris ce que c'était que la méditation, ce que c'était la respiration, la cohérence cardiaque, enfin tout un tas d'outils qui sont utilisés par maintenant plein de monde, mais à l'époque en 2013, c'était pas encore si connu. Et donc, le simple fait de se mettre 10 minutes à respirer, être centré sur soi-même, c'est parti en 2-3 semaines. J'ai plus jamais eu ça. Parce que j'ai mieux maîtrisé mes émotions. Donc, le stress, moi, je l'ai vécu concrètement. J'aurais pu, si j'avais juste écouté les médecins, vivre ça avec ça toute ma vie ou même prendre des médicaments toute ma vie, c'est quand même délirant. Alors qu'en fait, un petit bouquin et quelques conseils de respiration font que ce truc disparaît rapidement. Et c'est quand même un tout petit peu handicapant, quand même. Quand vous pouvez pas vous servir de l'eau avec une main, c'est pas extra. Donc, je dis ça aux gens qui nous écoutent. Essayez des choses avant de foncer sur des médicaments ou d'abandonner parce qu'on vous dit qu'il y a rien à faire. Donc moi, le stress, je l'ai vécu comme ça. Voilà. Et je pense qu'il y a des techniques qui existent pour le réduire, mieux le gérer. Il est toujours là, mais on arrive à le contrôler, on va dire. Puis c'est pas négatif non plus d'avoir du stress complètement. Donc, ce qui compte, c'est réussir à le mettre un peu de côté, mais savoir faire en sorte qu'il nous handicape pas. Effectivement. Mais oui, effectivement, après, tu as utilisé la cohérence cardiaque, la méditation. Oui. Il existe plein de possibilités pour pouvoir essayer de les tester sur soi-même. Après,
chacun trouvera sa formule. Mais C'est ça, il faut tester des choses, jusqu'à trouver ce qu'il faut, mais il faut être ouvert à ces techniques-là parce que ça paraît tellement simple. Je veux dire, quand un médecin qui a la crédibilité de toutes ces études vous dit, bah non, monsieur, faut prendre des médicaments pour que ça s'arrête, on a tendance à le croire, hein, et puis à dire, ok, je vais faire ça, mince, ce qui m'arrive, je sais pas, c'est une maladie. En fait, non, il y a d'autres techniques. Alors, certains vont vous dire, faire du sport. Je suis moins convaincu qu'il faille faire du sport pour gérer le stress. Ça, pour le coup, j'entends beaucoup ça, dire, je fais du sport, ça m'enlève mon stress. Oui, mais juste pour le moment du sport et puis peut-être l'heure qui suit. Alors qu'il y a d'autres techniques comme la respiration ou autre qui permet de le gérer complètement. C'est-à-dire, y compris quand vous n'êtes pas entre deux effets sportifs. Alors moi, je vois très bien que le sport nous permet de détendre, mais il a un effet que sur une période courte. Et il y a d'autres techniques qui permettent de l'avoir tout le temps, parce que c'est vous qui l'activez. Donc, en tout cas, j'encourage les gens à s'intéresser à ces techniques-là. Je pense que s'ils écoutent ce podcast, ils sont déjà dans cet état d'esprit-là, parce qu'ils sont déjà dans les démarches de devoir progresser sur le mental. Donc, déjà, sûrement, regardez tout ça, mais ça vaut vraiment la peine de se tenir informé, puis surtout d'essayer. Alors, certains vous diront, la méditation, c'est pas pour moi. Bah, essayez d'autres choses, mais vous allez trouver. C'est clair. Après, le sport, c'est vrai que ça a un effet de se vider la tête, de se dépenser, d'avoir une Il faut le faire. dépense. Je suis le premier à dire que c'est bien, mais je trouve que c'est pas suffisant. Je trouve qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites en complément, qui ont un effet plus durable et plus constant, surtout. Ouais, Parce que si vous êtes ultra stressé, que vous faites du sport deux fois par semaine, ben, entre deux pratiques de sport, vous allez quand même vivre le stress. Et c'est pas votre footing de il y a 2 jours qui va vous empêcher d'être stressé maintenant. Ça vous a rendu plus calme pendant un petit moment, mais ça revient. Donc en fait, ça le met de côté, mais ça l'empêche pas de revenir. Alors qu'il y a d'autres techniques qui vraiment permettent de le mettre de côté réellement et de façon constante. Je suis d'accord avec toi en fait sur l'effet que l'effet positif en tout cas est bénéfique de faire du sport pour sa santé, pour son bien-être, même si psychique, mais c'est vrai qu'il est de courte durée, effectivement. Mais il est de courte durée. Donc voilà, bon, essayez d'autres techniques en tout cas, ou concilier plusieurs techniques en même temps. Exactement, c'est un mix de tout ça. Mais constituez vos propres outils parce que finalement on est tous différents les uns des autres et il y a moi je suis un peu, enfin voilà, je lis beaucoup, mais il y a de plus en plus de méthodes qu'on peut voir sortir dans des livres à droite à gauche, mais j'ai envie de dire, le monde est tellement unique qu'on peut pas, s'auto-appliquer une méthode que tout le monde applique en fait. On est obligé de tester ce qui marche Exactement, pour nous en fait. tout à fait, complètement d'accord avec ça. Mais c'est important et ça implique une certaine curiosité et d'écouter ce que d'autres ont testé, testé avant eux, et puis ensuite d'aller appliquer ce qui correspond mieux à sa personnalité, le temps disponible, ses envies aussi, mais il y a plein de choses. Effectivement. Par exemple, moi j'aurais été incapable de faire du yoga, mais je pense qu'il y a plein de gens qui font du yoga qui en trouvent beaucoup de bénéfices. Donc voilà, si votre truc à vous c'est le yoga, allez-y. Effectivement. Allez, petite dernière pour la route. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu te situes par rapport à ça? Moi, je suis pas très fan des phrases toutes faites, quelles qu'elles soient, parce qu'elles nous enferment dans quelque chose. Alors, c'est vrai que dans la plupart du temps, c'est recommandé de pas lâcher, mais je pense qu'il y a quand même des cas où il faut savoir lâcher. Et lâcher, c'est pas complètement. C'est-à-dire, lâcher, c'est pas abandonner. C'est de se dire, je bifurque un peu. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle souvent de pivoter. C'est-à-dire qu'on a un business, on a une idée de business, on a une idée d'entreprise, et puis à un moment donné, on se rend compte que le marché l'idée est pas si bonne, ou est trop tôt. Il faut savoir pivoter, c'est-à-dire changer un peu de direction, se rendre compte qu'on est capable de faire d'autres choses un peu différentes et aller chercher d'autres types de clients avec un service qui n'était pas forcément celui, ou un produit qui n'était pas forcément celui qu'on avait anticipé au départ. Et ça, c'est une preuve d'intelligence aussi, de savoir se dire, je ne suis pas buté, je ne suis pas borné. Si je vois que je suis le seul à penser que ce marché va percer et qu'il perce pas à un moment donné, il faut savoir lâcher, justement. et pour aller saisir une autre opportunité, un peu à la marge, un peu à côté. Et souvent, ça passe par se dire, OK, j'ai des atouts dans mon entreprise, j'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires, qui savent faire ça, j'ai une notoriété qui permet de faire ça, je peux me permettre de lancer un produit un peu annexe. C'est celui-là peut-être qui va devenir finalement numéro 1, parce que lui, il aura rencontré un marché, c'est-à-dire des acheteurs potentiels. Donc, partiellement oui, je suis partiellement d'accord. Il faut être tenace. Il faut surtout pas changer d'avis tous les 4 matins. Mais il faut aussi parfois se dire, OK, là, j'ai été tenace longtemps, mais je vois que ça marche pas. Bon, je lâche pour faire autre chose. Je lâche pour rien faire. Voilà. S'il y a ce petit bémol-là, ça me va. Ok. Écoute, Jérémy, merci beaucoup
pour ton témoignage. Merci à toi. C'était très très intéressant de pouvoir un peu avoir ton angle de vue sur toutes ces questions. C'est toujours, j'ai revu ton parcours d'entrepreneur et puis on a quand même évoqué pas mal le sport aussi, évidemment, le tennis. C'est vrai. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et comme le veut la tradition du podcast, je laisse toujours l'invité clôturer le podcast avec quelque chose qui lui tient à cœur de laisser comme message aux auditeurs et qui viendra clôturer un petit peu du coup l'émission. Je vais me permettre d'inviter les gens à se poser la question de s'ils pourraient faire un petit peu plus, faire un peu plus de temps, par exemple, aux autres, se consacrer un petit peu plus aux autres. Je le dis parce que de mon côté, je trouve que je l'ai pas assez fait pendant longtemps. Quand on est focalisé sur ses propres objectifs personnels et familiaux, on a tendance à penser que voilà, les autres, on va faire un don, on va faire quelque chose, mais ça suffit. Et puis à un moment donné, on réalise que c'est quand même un peu important aussi de pas être trop égocentré. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que cette année, ou ce mois-ci, ou cette semaine, ou aujourd'hui, vous pourriez faire pour les autres? Et pour reboucler sur la logique de mental, vous vous rendrez compte, mais je pense que vous êtes tous convaincus, que faire du bien aux autres, ça a aussi un impact extrêmement positif sur soi-même, sur l'image de soi, sur voilà, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, et donc ça nous fait du bien, tout simplement. Donc faire du bien aux autres, ça fait du bien aux soi. Donc je vous encourage à chacun à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui pour les autres? Écoute, super. Alors écoute, merci beaucoup. Et puis belle année à toi 2023 dans tes projets, dans tes réalisations. Et puis à la fin du mois, super podcastant avec plein de podcasteurs géniaux et puis plein d'associations qui seront du coup associées à chaque podcast et que je vous invite à aller écouter. On a hâte, en effet. Merci à tout le monde. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.